Mario Vargas Llosas est à Paris et parle du Marquis de Sade à travers l'expérience qu'il a eue à Paris en tant qu'animateur de la radio. Nous étions les hiboux de la radio-télévision française. On arrivait à la tombée de la nuit dans la vieille bâtisse décrépite des Champs-Élysées. On grimpait dans un ascenseur rhumatisant ou par les escaliers craquants jusqu'au bureau partagé avec les émissions pour l'Espagne. Et l'on commençait à traduire des nouvelles que nous apportait un ex-légionnaire qui avait passé sa vie à se battre dans tous les coins du monde, sans savoir pourquoi ni pour qui, et qui avait toujours peur de s'enrhumer. Depuis les fenêtres, on voyait les gens sortir des cinémas et les prostituées motorisées aider les clients du Fouquet et de l'Élysée. Peu après minuit, les bulletins étaient bouclés et il nous restait du temps pour prendre un café dans un troquet de la rue Washington, où, au milieu de la fumée, des sous-lots et du brouhaha, on rencontrait invariablement un Sénégalais élégant et souriant qui préparait un dictionnaire des dialectes et était aussi protecteur de ces dames, joueurs et macros. Là, tandis qu'on avalait accoudé au zinc notre petit express, les speakers français qui assuraient les tours de nuit et les émissions pour les routiers faisaient irruption. C'est probablement là que j'ai vu pour la première fois l'inoubliable Gilbert. Au moment du putsch d'Alger, Gilbert était au centre du tourbillon et on le voyait aller et venir dans les vieils édifices, bondissant, répandant des nouvelles les plus effrayantes, papillonnant ici et là. C'est lui qui affirma, devant un auditoire épouvanté, que les gardes de l'entrée étaient impliqués dans les putsch et que d'un moment à l'autre, ils allaient monter, faire irruption dans les studios et nous menacer de leurs fusils pour nous obliger à lire des tracts subversifs. Nos contacts avec les speakers français étaient rares. On se disait bonjour dans les couloirs, on parlait de la pluie et du beau temps, à la porte des cabines d'enregistrement, et on se passait des cigarettes. Mais avec Gilbert, on arrivait à avoir un rapport plus étroit et à parler longuement entre les bulletins d'information, tandis que les techniciens passaient pour les auditeurs latino-américains lointains des programmes enregistrés. Là, dans ces vastes, étouffants, poussiéreux studios 43 du 3e étage, Gilbert surgissait généralement sur les coups d'1 heure du matin, avec ses verres sombres, ses pulls rouges, camouflés sous son écharpe d'éternel enrhumé, même l'été. Petit, ventru, un peu chauve, on le voyait saluer avec excessive courbette les hommes du contrôle, pénétrer dans les studios et s'approcher de nous sur la pointe des pieds, s'édandinant et dansant presque, avec un sourire de star croulant sous les applaudissements. « Bonsoir Gilbert, entrez, entrez, asseyez-vous, vous avez déjà expédié votre bulletin ? Une galloise ? Nous savions qu'il ne fumait pas, mais il était impossible de se priver du plaisir de voir Gilbert reculer en faisant des grimaces de dégoût devant le paquet de galloises et entendre ses arguments contre la cigarette. Parfois, c'est nous qui allions lui rendre visite à son studio. Il s'avançait pour nous accueillir avec une joie débordante et des phrases courtoises. Un homme qui fait visiter un palais, il nous énumérait les charmes de son cagibi décrépit. Sa chaise était commode, son tapis moelleux, et quelle bonne lumière pour lire. Jamais autant que je m'en souvienne, on ne le trouvait en train de lire. Mais en revanche, toujours en train de tricoter. En nous voyant entrer, il laissait de côté ses aiguilles, sa pelote et les tricots à moitié faits, mais une fois qu'on était installé, il prenait son ouvrage et tout en bavardant, il montait ses mailles rapidement, avec dextérité et conviction. Il ne s'interrompait même pas pour lire les bulletins. Les tricots étaient, bien sûr, le sujet favori de Gilbert. Il nous exposait minutieusement les mérites de ses passe-temps, qui étaient aussi un art selon lui, et même si on les voulait bien, une passion. Il distrayait de la routine, empêchait de s'endormir et puis on faisait des économies, vu les prix astronomiques des vêtements de laine en France. Pourquoi n'apprenions-nous pas? Il nous renseignait. Voilà les points à l'envers, et voilà ce qu'on appelle les points de côte. Ces chaussettes étaient pour son petit-neveu. Si loquace, si volubile, cet homme était pourtant mystérieux. Nous savions seulement qu'il était speaker à la radio, qu'il aimait tricoter, qu'il parlait un français très affecté et qu'il attendait avec impatience sa mise à la retraite.
Lorsqu'enfin fut achevée la maison de la radio et qu'on s'installa dans cette sorte d'arène du quai de Passy, avec ses couloirs en rond, ses pièces froides aux murs et bureaux métalliques, et ses studios de science-fiction, et qu'on cessa de voir les ex-légionnaires, les noctambules, les proxénètes de la rue Washington, ce fut aussi quasiment comme si nous avions pris congé de notre ami Gilbert. On ne pouvait plus se rendre visite d'un studio à l'autre, entre chaque bulletin d'information. En quelle île de cet archipel lirait-il des nouvelles? En quel petit cube de cette glacière l'avait-on plongé? De loin en loin, pourtant, on apercevait son pull rouge et son écharpe à l'aube, quand prenait fin le travail et dans les camionnettes du personnel. Il nous disait bonjour de la main, on se réveillerait bien, on donnerait signe de vie. J'avais probablement oublié Gilbert cet automne quand l'éditeur Jean-Jacques Pauvert publia une nouvelle édition, corrigée et généreusement argumentée de la meilleure biographie du marquis de Sade, celle de Lely. Les journaux et les revues parlaient beaucoup du livre, et je me rappelle avoir lu l'interview de l'auteur publiée dans l'Express, sans me rendre compte de rien. Ce n'est que quelques jours après qu'un technicien entra dans le studio, tout excité, et nous montra la photo illustrant l'interview. Oui, l'auteur, c'était Gilbert. J'en fus fasciné, abasourdi. Des années plus tôt, à Lima, lorsque je croyais que le célèbre marquis représentait la forme la plus audacieuse de la révolte humaine, que je n'avais pas encore découvert la rigidité et la monotonie du genre libertin, et que, comme quelqu'un qui va à la messe, je me rendais dans les bibliothèques pour lire Justine ou les 120 journées de Sodome, le nom de Gilbert Lévy m'était familier. Il apparaissait dans les préfaces de ses livres clandestins, au pied de ses glosses fanatiques. Je l'imaginais comme un vieux professeur aux cheveux blancs et voûté fouinant dans les manuscrits de l'enfer de la Bibliothèque nationale, ou comme un surréaliste animateur des sociétés secrètes. Comment aurais-je pu imaginer que c'était vous, Gilbert, mon ami? Bien souvent, après avoir découvert votre secrète identité, j'ai pensé vous chercher et vous parler de cela. Mais, voyez-vous, je ne l'ai pas fait, et maintenant nous ne nous reverrons probablement jamais. Voici peu, j'ai vu en vitrine une traduction en anglais de votre biographie du marquis. Et je vous ai revu avec votre pull rouge et votre écharpe, tricotant des chaussettes devant le micro, vous faisant mettre en boîte par quelques représentateur du service de nuit, livré à cette simulation machiavélique de l'idiotie, et j'ai éprouvé tout à la fois de l'admiration et de l'horreur pour vous. Si vous le saviez, je suis sûre que vous ne seriez pas fâché de provoquer pareil sentiment. Mais bien sûr, comment diable le sauriez-vous?